Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ça fait longtemps qu'on n'était pas venus, on est de retour. Je suis avec Pierre Mesley, salut Pierre, ça va ? Salut Clément, ça va ? We're back ! Et oui, on est de retour, et oui, parce que ça sent la fin de saison dans tous les championnats. Et on va parler de ce Grand Prix du Brésil de F1, enfin ce Grand Prix de Sao Paulo pour être précis, puisque désormais on en avait déjà parlé, mais la F1 nous habitue à ses Destination Race et ses courses au nom des villes. Et donc ce Grand Prix de Sao Paulo qui nous aura permis d'avoir plusieurs enseignements. Déjà c'était un des 3 week-ends où on a eu une qualif sprint, alors je te propose qu'on commence par ça. Ça y est, on a eu 3 week-ends avec une qualif sprint. Toi, qu'on n'avait pas forcément entendu lorsqu'on avait fait un grand débat avec Louis et Clyde là-dessus, je te laisse nous donner ton avis après 3 essais et surtout après ce dernier essai qui était pour toi plus convaincant. Alors, en effet, il y a eu, si ma mémoire est bonne, il y a eu Silverstone. Absolument. Il y a eu Monza. Absolument. Et là, il y avait Interlagos. Alors, je vais, en toute franchise, j'ai pas regardé les 2 premières. C'est pour ça que tu as trouvé mieux alors, petit coquin. Ouais. Non, mais après, voilà. Moi, je préfère être honnête avec les téléspectateurs et téléspectatrices. Donc, j'avais d'autres chats à fouetter, on va dire. Donc, pour avoir vu celle d'Interlagos, je trouve que le tracé, se prêtait à ce genre de manifestation. Il y a des paramètres qui ont sans doute rendu cette qualif sprint un petit peu plus pimentée, on va dire, que les précédentes. En tout cas, c'était sympa à voir et je trouve qu'il y a une richesse stratégique, il y a une diversité stratégique qui est intéressante et qui pourrait être testée peut-être sur d'autres tracés. Je pense par exemple à Montréal si ça se confirme en 2022. Par contre, c'est vrai, il y a d'autres tracés où ça sert à rien, quoi. On prend par exemple Monaco, on prend l'Australie, je vois pas trop l'intérêt. Alors c'est vrai que tu fais bien de soulever ce point parce que c'est vrai qu'avant ça, nous on s'était beaucoup exprimé avec Clyde et Louis. On était assez dur avec les qualifs sprint. Il faut avouer que sur un tracé comme Interlagos, moi j'ai pas trouvé ça extraordinaire, mais je peux comprendre. Effectivement, il y a eu un peu plus de spectacle. Et tu soulèves un point très intéressant, c'est que peut-être que sur certains tracés ça peut marcher. Donc là-dessus, honnêtement, je ne vais pas faire l'idiot, la bête à foin. Je demande à voir. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que l'ami Rose Brown est déjà arrivé avec ses gros sabots pour dire: vous avez vu, Lewis Hamilton, il est parti dernier, il a remonté, c'était super sympa. On fait des grilles inversées. Et c'est ce dont on parlait la dernière fois avec Clyde et Louis, lors de ce débat qu'on a eu en septembre dernier qui est disponible sur la chaîne, où on disait qu'au final, ils vont nous faire un format avec des grilles inversées et des points façon GP2, et qu'en fait, on va se retrouver avec un format F2 GP2, une course river sprint le samedi et une course feature, le vrai Grand Prix le dimanche. Mais la question c'est, du coup, ça sera pas un Grand Prix, qu'est-ce que ce sera ? Parce que c'est pas comme tu vois en NASCAR où il y a les stages, mais finalement à la fin il n'y a qu'un seul vainqueur de course. Là tu aurais 2 vainqueurs dans le week-end, qu'est-ce que t'en fais ? Ça devient un peu comme est-ce qu'on finirait comme en motocross où tu additionnes les points des 3 courses du week-end pour dire qui est le vainqueur ? Le problème c'est que au moment où on se dit effectivement sur certains tracés ça marche, eux ils embrayent tout de suite avec encore pire comme idée, et c'est plus ça qui me fait peur. Mais tu as raison de le soulever au Canada, et c'est un très bon exemple. Ça peut fonctionner absolument ce type de format, surtout avec des gens qui vont tenter des pneus très très tendres pour un format très très court. C'est-à-dire, je pense que par rapport, pour rester dans la continuité de ce que tu disais, il faut déjà un tracé qui s'y prête, c'est-à-dire un tracé qui permet d'offrir pas mal de possibilités de dépassement. Je pense que vous aurez compris grosso modo ce que je veux dire. C'est-à-dire ligne droite et DRS, si le DRS est conservé. On a vu qu'il y avait certaines infos qui semblaient indiquer que peut-être à moyen terme, c'est quelque chose qui serait supprimé. À voir ce que donnent les F1 de l'année prochaine. Après, tout dépend en fait de ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut garder la F1 sur un côté assez traditionnel avec ce côté sport élitiste, ou est-ce qu'on veut en faire un produit beaucoup plus
populaire et de spectacle. T'as raison, oui. Donc après, tout dépend, j'aurais tendance à dire, de la philosophie de Liberty Media sur les prochaines années. Tout dépend de l'argent que mettra crypto.com, bien évidemment, pour financer ça. Assez parlé des Cali Sprint, passons quand même au Grand Prix de Sao Paulo remporté par Lewis Hamilton. Un Lewis Hamilton qui aura connu pas mal de déboires durant ce week-end avec ce fameux drama du vendredi. Son aileron est trop petit en termes de taille, il est en dessous de la taille réglementaire de 85 mm. Max Verstappen le touche. On se dit, enfin, du côté de Mercedes, on dit ça a influencé sur la taille de l'aileron, bien évidemment. Max Verstappen ayant une force herculéenne, c'est le cas. Bref, on se retrouve avec un Lewis Hamilton qui part dernier de la course sprint, qui remonte en 5ème place, qui reprend 5 places parce qu'il a changé son power unit, qui part 10ème et qui remporte le Grand Prix. Et je vais te laisser en parler, mais en fait, si Lewis Hamilton, bon, ça pouvait paraître pas important cette course, mais si Lewis Hamilton était arrivé deuxième derrière Max Verstappen se serait contenté d'une deuxième place sur les 3 derniers Grands Prix, c'est-à-dire qu'il aurait pu laisser gagner Lewis Hamilton et finir deuxième et être champion du monde. Là, en faisant ça, Hamilton, il a son destin en main et il peut gagner les 3. S'il gagne les 3 dernières courses, il n'a pas à s'occuper du classement de Verstappen, il est champion. Et là, ça change tout. Et dans ce week-end-là, c'est là où on a vu un Lewis Hamilton qui est allé chercher la victoire, mais vraiment, quand on dit chercher, c'est façon course cycliste. Tu vois, il est allé se la prendre tout seul. Je suis assez d'accord avec ton analyse. Alors, on a un format de week-end qui, quand même, l'a favorisé dans sa remontée. C'est-à-dire, il aurait été disqualifié sur un week-end traditionnel. À mon avis, il n'aurait pas pu remonter autant et remporter la course. Je pense que aussi bien Verstappen que Perez se seraient échappés et il y aurait eu un écart beaucoup trop important à combler. Là, ce qu'il faut voir, il a la course sprint qui déjà lui permet de remonter 5ème et il y est allé avec le couteau entre les dents. Ça, il n'y a rien à dire. Il a prouvé au passage que c'était le plus rapide. Tu l'as dit, il reprend 5 places, mais ça, je trouve que pour une fois, c'est très malin de la part de Mercedes. Ils multiplient leurs armes face à Red Bull, c'est-à-dire ils ont osé quelque chose que Red Bull ne peut peut-être pas se permettre. Donc, on sait qu'ils sont tous les deux à la limite. Red Bull et Mercedes, c'est vraiment limite. Faire un pari comme ça sur le côté moteur, moi je trouve que c'est pas mal. Ils sont de toute façon dans la position du chasseur au niveau du classement pilote. Ils sont dans la position des chassés au niveau constructeur. Donc, l'un dans l'autre, à un moment donné, il faut aussi prendre des risques. On les a assez critiqués sur ce côté-là. Donc là, sur ce week-end, rien à dire. Après, sur la course, il bénéficie quand même du contact entre Norris et Sainz au départ. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Ça l'aide un petit peu. Il n'y a pas une très grosse résistance de Bottas. Bottas, il s'est même littéralement arrêté presque pour qu'Hamilton passe. De toute façon, Bottas, étant donné qu'il avait qu'un job à faire au départ, c'était de bloquer les 2 Red Bull et qu'il ne l'a pas fait. Je veux dire, à partir de ce moment-là, il ne pouvait pas non plus faire autre chose que laisser passer Hamilton. On lui a donné un job, il ne l'a pas fait. Bonhomme, maintenant tu t'écartes. Alors, on y reviendra. Moi, je trouve que le samedi, il a fait le boulot face à Verstappen. Mais bien sûr, le samedi, il a absolument fait le boulot. Mais le samedi, ça compte pour 3 points et le dimanche pour 25. Et après, je pense que Bottas a peut-être manqué légèrement de clairvoyance avec Verstappen au départ. Ça c'est vrai, ça t'as raison. Mais je pense qu'on peut en parler de ça, de dire qu'effectivement, il a manqué de clairvoyance aussi avec Perez, parce qu'en voulant forcer sur l'extérieur sur Verstappen de rester derrière pour l'aspirer au 4ème virage, il a complètement ouvert la porte à Perez, et ça, c'était pas forcément la chose à faire. Alors qu'il a eu un meilleur temps de réaction et un meilleur 50 mètres, je crois que c'est ce qu'il mettait sur AWS, un meilleur 50 mètres ou un meilleur 100 mètres que Max Verstappen. Donc il était devant au départ, quoi. Et il a malheureusement, il s'est un peu emmêlé les pinceaux. Il a un petit peu ouvert, et puis un Verstappen, c'est un chien de chasse. Enfin, c'est un chien fou. Tu lui laisses une ouverture, il y va, quoi. Hein. Donc, et je reviens sur ta conclusion, à savoir que si Verstappen avait gagné, il aurait pu se contenter des 2e places, etc. Ça a pas l'air de rentrer dans la philosophie de Verstappen, c'est-à-dire il a vu qu'il était en difficulté sur le second run, il a anticipé un petit peu son arrêt, Hamilton a quasiment suivi, mais bon, il n'y avait pas photo, la Mercedes elle envoyait du bois.
il s'est vraiment défendu comme un acharné. Il était vraiment dans l'optique de gagner Verstappen. Il n'était pas sur un côté je fais mes petits comptes d'apothicaire. Pas du tout. Et je pense que c'est une attitude qu'il va avoir jusqu'à la fin de l'année. Oui, effectivement. Et puis, si on... Alors, juste avant de reparler de ce truc-là, de ce moment Verstappen-Hamilton, juste, je trouve que la stratégie de Mercedes a été très audacieuse d'attendre pour Lewis Hamilton avant de le faire entrer. Moi, je pensais que ça allait complètement lui ruiner sa course. J'étais très sceptique et finalement, ça s'est avéré gagnant. Donc, bravo à eux. Très longtemps, on avait fait un classement. On s'était amusé il y a très longtemps avec Aurélien à faire un classement des pires équipes stratégie et à mettre ce trio Sauber à l'époque avec Ferrari et Mercedes de ces équipes et Williams qui savaient ruiner leur stratégie. Là, pour le coup, Mercedes cette saison, c'est pas mal. Et sur cette course-là, c'était très très bien. Donc chapeau à eux, vraiment là-dessus. Coup gagnant sur cette course, j'aurais tendance à dire, j'aurais un avis, je pense, un petit peu plus mitigé sur l'ensemble de l'année. Ils ont su profiter des circonstances de course également pour remettre Bottas dans le match. Et ça c'était culotté, donc chapeau. Bottas était en tête, boum, il y a une VSC, allez gars, tu rentres, on te change les pneus, boum, tu repars devant Perez, et derrière, une fois qu'Hamilton est passé, t'as qu'un boulot, tu vas chasser Verstappen. Ouais. Et donc pour revenir sur ce moment, sur le dépassement, sur l'accrochage, alors déjà, peut-être que tout le monde n'est pas encore au courant, mais bon, théoriquement, ça a quand même pas mal tourné, mais la FIA n'avait pas l'image de l'onboard de Verstappen version face, et si vous regardez F1 TV à ce moment-là, la caméra était de dos et est restée de dos pendant 10 bonnes minutes, donc elle était de dos déjà depuis 30-40 secondes avant ce truc-là, parce que justement, elle montrait Hamilton qui chassait. Donc là-dessus, eux, ils ne l'avaient pas. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne l'avaient pas? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas toutes les caméras? Ça, c'est pas notre problème. Mais toujours est-il que du coup, ils ont jugé cet incident, donc ce tassage de Max Verstappen à l'extérieur, sans cette caméra-là. Et Michael Masi a avoué aujourd'hui qu'en revoyant la caméra, effectivement, c'était une action répréhensible. Et le problème, alors après, je vais peut-être que je vois trop loin, mais le problème, c'est que ça fait 2 fois en une semaine qu'on a une action comme ça dans un championnat du monde. La semaine dernière, c'était un championnat du monde d'endurance où Alessandro Pierguidi rentre dans l'arrière de la Porsche de Michael Christensen et gagne le titre comme ça, pilote et titre constructeur comme ça, en envoyant son adversaire au tas. Voilà. Cette semaine, on a cette action-là où un pilote sort délibérément son adversaire de la piste parce que s'il n'y a pas... Enfin, l'équation est simple. Si Verstappen n'est pas là, Hamilton prend le virage normal, il ne se sort pas. Et si Hamilton ne s'écarte pas, il se prend Verstappen. Donc, c'est un truc que Fabien Gaillard de motorsport.com, collègue de notre bien-aimé Aurélien, a appelé le chantage à l'accrochage de Max Verstappen. Je trouve ça très beau comme formule. Et ça fait 2 fois en une semaine que la FIA ne réprimande pas des actions qui sont répréhensibles. Et le problème, c'est que là, on va arriver à un moment où la F1 va connaître sa fin de saison sans doute sur la dernière course. Le championnat du monde de rallycross va connaître sa décision sans doute sur la dernière course. Le championnat du monde de touring car sans doute sur la dernière course. Donc là, on a 3 championnats du monde qui vont sans doute se déterminer sur la dernière course. Et on a une FIA qui, sur les 2 dernières actions litigieuses qu'elle a eu à gérer, a laissé tout faire, a laissé s'accrocher dans le cadre du championnat du monde d'endurance, a laissé tasser à l'extérieur dans le cadre du championnat du monde de F1. Et moi, je trouve ça hyper dangereux, alors que t'as quand même des pilotes, sans parler de Lewis Hamilton et Max Verstappen, mais même en rallycross ou en touring car, t'as des mecs qui vont aller au bout de l'idée, et ça crée des précédents, et je trouve ça un peu dangereux, même si je comprends l'avis des gens qui disent « let them race », il faut les laisser se batailler, et même eux l'ont dit, d'accord, mais j'ai très peur que ça crée un précédent, ces histoires-là, en vue des décisions de championnat en fin de saison. Alors je te rejoins, je pousserais sans doute le raisonnement un petit peu plus loin. C'est malheureusement des manœuvres qu'on risque de retrouver sur les toutes premières catégories. Je pense bien notamment parler, au oui. karting. Absolument. Alors Verstappen, c'est comment dire, idole de la jeunesse, etc. Face au seigneur Hamilton qui est un peu l'idole d'une génération. De notre génération, des vieux, tu peux le dire. Les on va boomers, dire. c'est nous. Mais c'est des comportements inappropriés qui font pas forcément une super pub au passage au sport auto. Ça fait partie du personnage. On l'a connu,
oui, on l'a connu tous les deux avec, par exemple, des Schumacher, avec des manœuvres un petit peu dans le même genre. Mais ça porte préjudice. C'est-à-dire, c'est des manœuvres rudes. Après, ils sont entre professionnels. Le problème, c'est que c'est souvent répété sur un niveau semi-pro et même amateur. Et quand il y a sanction, bah, c'est compliqué de comprendre qu'il y a sanction, quoi. Voilà, c'est ça. C'est que maintenant, ça va être. Chaque pilote va pouvoir ressortir. Bah écoutez, regarde, eux l'ont fait, ils n'ont pas été sanctionnés. Alors pourquoi nous? Mm. Et encore une fois, je comprends le Let Them Race. Et pour le coup, moi, les zigzags de Max Verstappen, étant donné qu'Hamilton était un peu loin derrière, que c'est une longue droite, que ça casse le truc, moi, et effectivement, c'est contre le règlement, mais dans l'idée, moi, je m'en fiche un petit peu. Par contre, là, le problème, c'est, tu l'as dit, ça sera répété et à tous les niveaux, et ça, c'est beaucoup plus embêtant. Je sais pas si tu as autre chose à dire sur cet ensemble, sur cet arc Red Bull Mercedes, ou si on attend le prochain épisode pour Oui, savoir un peu on plus. verra. Après, comment dire, juste une chose. Hamilton ne pouvait pas se rabattre. Il était devant Verstappen à l'entrée du virage 4, mais il pouvait pas se rabattre, sinon il s'accrochait, c'était une crevaison et ciao bye bye. Il a été intelligent. Il voulait pas de contact avec Verstappen, ça d'accord. Lui, il a freiné à son point de freinage. Verstappen, bah, on a senti que c'était un peu le freinage de la dernière chance, un peu désespéré. Lewis a fait un petit peu parler l'expérience quand même. Euh, voilà, je veux dire, la défense rugueuse de Verstappen, le zigzag, ça montre quand même qu'il était vraiment aux abois. Et bravo à Hamilton d'avoir été malin et de se remettre dans le match. J'attire votre attention sur quelque chose. Un Hamilton qui est comme ça, sur les dents, qui se montre très agressif alors qu'on l'a souvent vu plier face à un Verstappen, ça peut promettre une fin de championnat un peu pimentée. Oui, voilà, c'est que là, on l'a vu, il avait le couteau entre les dents. Il se peut que sur la dernière course, ça se joue au couteau, mais vraiment au couteau. Mais bon, on n'en est pas là, on verra. Ça sera dans 3 semaines quand même. C'est pas si Attention, loin. c'est dangereux. C'est dangereux, hein, surtout avec un circuit urbain juste avant. Attention. L'autre lutte qui nous intéressait, c'est une lutte entre une écurie française et une écurie italienne, mais finalement un pilote français. C'est la lutte entre AlphaTauri et Alpine pour la 5e place. Finalement, c'est plutôt une lutte entre Pierre Gasly et Alpine. Et on se posait la question en antenne, et je vais te laisser y répondre. Est-ce que alors tu disais que Alpine avait ses hauts, ses bas, qu'AlphaTauri aussi, mais que finalement, est-ce que c'est pas Pierre Gasly qui compense l'AlphaTauri, ou finalement c'est une très bonne voiture de base et c'est juste qu'ils ont pour l'instant un rookie avec eux qui leur empêche de prendre la 5e place définitivement? Si je m'appuie sur certaines déclarations de Gasly, n'hésitez pas à les rappeler en commentaire ou même à exprimer votre accord ou votre désaccord. Il y a pas de problème, c'est fait pour. Il était très étonné sur certains circuits des performances de l'AlphaTauri. Il faut se souvenir que lui, dans son esprit, grosso modo, l'AlphaTauri, voilà, on est à peu près la quatrième il est à peu près la quatrième meilleure voiture du plateau. Dans son esprit, à Gasly, c'est un petit peu ça. Or, on a vu qu'il y avait certains tracés où c'était un peu difficile. Alors, je pense que son expérience fait qu'il a peut-être un petit peu limité la casse. De l'autre côté, pareil, chez Alpine, il y a une voiture qui peut se montrer très très performante, très très bien. Et à d'autres moments, ils sont un peu en mode inconnu, quoi. Donc je sais pas. Et puis, si tu reprends de toute façon, si tu reprends les qualifs de Pierre Gasly cette saison, tu vois qu'il est hyper constant, quoi. Les 3 seuls, enfin sur ces 3-4 qualifs qui se sont mal passés, t'as Italie, Grande-Bretagne, Brésil, où finalement c'est les sprints qu'on comptait, donc forcément il a reculé un peu dans la hiérarchie à ce moment-là. Et puis la Russie qui était une qualif un peu folle sous la pluie. Il y a aussi l'Espagne en début de saison, mais bon, on est en début de saison. Le reste du temps, il est 4, 5, 6, 4, 5, 6 à chaque fois. Enfin, c'est hyper impressionnant. Quand il est devant, on parlait du duel. Quand t'es 4, du coup, t'es devant un des 4 de Mercedes, Red Bull. Voilà. Et quand t'es 5, 6, t'es devant les McLaren et les Ferrari, alors qu'on parlait du duel toute la saison de ces deux écuries-là. Donc, effectivement, il est hyper impressionnant, moi, je trouve. Et sur cette course-là,
Alors Alpine était beaucoup moins performant, mais les Alpines ont essayé de jouer un jeu stratégique à 2 contre 1 pour le contrer. Et lui, il est passé en force. Il y a un moment où il passe sur Alonso dans le deuxième secteur mais avec plein d'autorité. Et, ouais, moi je suis pas sûr qu'on ait beaucoup parlé encore, mais je suis subjugué par ce que fait Pierre Gasly. On le sait depuis des années, hein, mais là cette année, il porte son équipe vraiment. Et il est à 2 contre 1 là, et il s'en sort quasiment à chaque fois. Et surtout, il sait maximiser ses points. On n'a pas pu faire la review du Mexique la semaine dernière, mais il y a un moment où il a l'opportunité de terminer quatrième. Il grappille au départ jusqu'à être hors de portée. Ensuite, il gère. Et c'est encore une fois, c'est des gros points à apporter là où Alpine pataugeait. Donc je sais pas qui gagnera cette lutte entre Alpine et AlphaTauri à la fin de saison, mais lui flanchera pas. On rappelle qu'au soir du Grand Prix du Brésil, c'est ex-aequo. Au niveau points, c'est ex-aequo. Oui, voilà. Pour l'instant, c'est ex-aequo, mais encore une fois, c'est à 2 contre 1. Si Yuki Tsunoda se réveille dans les 3 dernières courses, c'est pour l'instant, il a marqué que 20 points. Ça peut faire pencher la balance envers AlphaTauri si Gasly est tout seul. Ça peut peut-être faire pencher la balance envers Alpine. En tout cas, on verra ça, mais c'est assez. C'est vraiment du 2 contre. C'est impressionnant. Comment il tient la baraque, c'est. On a quand même la chance d'avoir plusieurs luttes qui sont vraiment intéressantes. C'est-à-dire, bon, ok, on a le duel au sommet Hamilton-Verstappen, mais ça, on le sait depuis le début de la saison. Il y a le duel des lieutenants entre Bottas et Verstappen qui connaît plusieurs rebondissements, donc toujours sympa à suivre. L'éternelle lutte, Ferrari-McLaren, mais bon, ça fait plaisir de revoir McLaren dans le match. Et on a cette lutte, AlphaTauri avec comme fer de lance Pierre Gasly, et Alpine avec Alonso et Ocon. Donc c'est vraiment sympa à regarder tout ça, franchement. Est-ce que tu as un petit flop d'or pour terminer cette émission ou pas? Est-ce que tu peux être aussi très pacifique, hein. Bah écoute, peut-être mention moins bien à Tsunoda, parce que c'est dommage, il avait fait de bonnes choses. Il y avait sans doute une opportunité pour choper peut-être la 10e place ou un truc comme ça, et un accrochage avec Stroll qui ruine un petit peu ses chances et qui fait un petit peu basculer la course, on va dire. Oui, et puis il emporte une bonne partie de la voiture de Stroll, et puis il remet les Mercedes dans la course à ce moment-là avec la voiture de sécurité. Donc effectivement, c'était pas la voiture de sécurité virtuelle, je crois. C'était pas la même chose à faire de la part de l'ami Yuki. Moi, ça sera Toto Wolff pour l'ensemble de ses déclarations du week-end. Des moments où il a dit qu'il se sentait acculé, que tout le monde lui tombait dessus, alors que sa voiture était illégale. Donc ça a été le premier à toujours porter réclamation contre toutes les autres voitures quand elles étaient illégales, à raison. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on lui ferait une fleur. Et puis sa dernière déclaration de dimanche, où il dit que ce week-end, Mercedes s'est senti comme Lewis Hamilton s'est senti toute sa vie. Sous-entendu, Lewis est noir dans un monde de blanc, donc il a senti le racisme, et Mercedes a senti de la discrimination ce week-end. Comparer la situation d'un jeune homme qui a subi le racisme à toi qui a triché et qui t'est fait réprimander pour ça, je trouve que on est au-delà du lunaire. C'est dégueulasse, et j'ai failli mettre Michael Masi comme flop d'or, mais là vraiment on rappelle, et si tu me permets, on rappellera quand même que à chaque week-end, Red Bull et Mercedes, c'est parce que c'est une guéguerre qui dure depuis même la fin de l'année dernière, on pourrait même le dire, même début d'année dernière, avec cette fameuse affaire d'Udas. Mais il faut savoir que quasiment toutes les écuries portent des réclamations sur toutes les autres écuries. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important, qui n'est peut-être pas assez dit. On l'a vu l'année dernière avec Racing Point, avec les réclamations de Renault qui étaient soutenues par Ferrari et d'autres. Voilà, donc c'est un peu. Vas-y. Non mais oui, on se souvient lors du confinement l'année dernière de cette bataille à 7 pour savoir ce qui se passait sous le moteur Ferrari. Voilà, tout le monde porte réclamation contre tout le monde, c'est le jeu. T'as été le premier à faire, mon grand, donc je trouve ça très mauvais joueur et très mal fait, de très mauvais goût, sa déclaration, vraiment. De mauvais goût et mauvais joueur. Après, ils ont fait un gros week-end, ils s'en sortent plutôt bien.
Je t'avoue être un petit peu impatient de voir comment ça va se décanter sur les 2 prochaines courses. Abu Dhabi, à mon avis, on n'aura pas trop de surprises avec, enfin même avec le nouveau tracé, on va dire. Il y a 2-3 virages qui ont été retouchés, mais le Qatar et l'Arabie Saoudite, là c'est vraiment 2 inconnus. Ça peut être intéressant et ça peut vraiment être un tournant. Effectivement. Surtout sur un circuit urbain en Arabie Saoudite, on le rappelle, où il risque de se passer pas mal de choses. Circuit qui n'est pas fini à l'heure auquel on se parle, mais bon, ça c'est encore un autre débat, on en reparlera peut-être un jour. Mais disponible sur F1 2021 Disponible dès sur aujourd'hui. Absolument, faites des tours, vous serez les premiers, peut-être les derniers. Je te remercie, mon cher Pierre, pour cette émission. Ça fait plaisir d'être de retour quand même, c'est sympa. Bah écoute, en même temps que Lewis Hamilton, donc on va pas bouder le plaisir. Absolument, on se compare au grand Lewis, nous, on est rien de moins que ça. On vous laisse commenter cette vidéo, vous abonner à la chaîne, venir sur le site internet, relire les derniers articles de Pierre qui ont très bien marché. Vraiment, je te félicite devant tout le monde, clap pour toi. Notamment pour ton article au Vietnam, puisqu'on parlait de circuit, on ne roulera jamais. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo de 2021. Salut tout le monde, salut. Salut, à bientôt.